Est-ce qu'on veut que notre public cible soit que des gens de la communauté qui se rassemblent puis qui peuvent festoyer ensemble? Ou on veut des gens de tout horizon pour justement informer, sensibiliser puis permettre des rassemblements sécuritaires? Ou on veut un peu des deux? Fait que c'est de trouver un peu le juste milieu de tout ça. C'est des beaux défis, organiser des fiertés, des beaux défis logistiques. Puis c'est le fun de pouvoir faire le tour des autres fiertés puis de voir tout le travail là, que ça demande puis qui est accompli. Dans cet épisode, nous visiterons le Pontiac, l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay, la Haute-Laurentide et le Bas-Saint-Laurent pour voir comment toutes ces communautés fêtent la fierté localement. À quoi ressemble un festival de fierté de la phase d'incubation au délicat premier pas? Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Belliveau, humoriste et adepte de fanfare. Je serai votre chef Marjorette pour la durée de cette parade. Je vous recommande de ne pas vous tenir trop proche, par exemple. Là. Des fois, mon bâton y revole. Maryse Ouellette, présidente de Fierté Val-d'Or. Étienne Gignac, membre du CA de Fierté Val-d'Or. Moi et Maryse, on en fait partie des 5 personnes qui ont starté Fierté Val-d'Or il y a 5 ans. Ouais. Ouais, donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une fierté à Val-d'Or? 6 heures de route pour aller à Montréal, c'est bien, mais ça serait le fun aussi qu'il y ait un festival pour les personnes queer de l'Abitibi. Donc, on s'est dit, on starte ça 3 mois avant notre date. Puis ça l'a donné ce beau projet que ça va être notre 5e édition l'année prochaine. Ouais. Mais là, Maryse, dis-moi donc, comment que ça a commencé, là, Fierté Val-d'Or? Tu sais, parce qu'on avait des doyens de la communauté LGBT qui ont, ben, comme toi, là, que ça fait une vingtaine d'années que vous militez en Abitibi. J'aimerais ça que tu me dises, là, comment que ça a starté à Val-d'Or, tout ça, là. Bon, OK. Ben, je vais te dire ça. Écoute, nous, on était un groupe à peu près de 11 personnes LGBT de Val-d'Or. Puis, en 1999, on s'est dit, écoute, on se connaît, notre petite gang, mais on voudrait comme faire une communauté à Val-d'Or, puis se faire sortir les gens aussi de chez eux et tout ça. Puis, ça a commencé tranquillement comme ça. Puis, au fil des années, ben il y a toujours du monde qui ont arrêté. Il y en a d'autres qui ont embarqué dans le comité et tout ça. Puis, ça a fini en 2019, ben qu'on a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour avoir nos lettres patentes pour devenir Fierté Val-d'Or en 2019. Puis, tu sais, il faut se rappeler aussi que Val-d'Or, c'est en Abitibi-Témiscamingue, dans une ville minière et forestière. Donc, la queerness n'est pas toujours présente. Hein? C'est un milieu qui peut être parfois plus rempli de masculinité, puis de pick-up. Fait que nous, on s'est dit que c'était important de mettre un petit peu de brillant dans cette ville-là, qui nous a très bien accueillis en plus. Oui, vraiment. Je pense qu'il y a une belle job qui a été faite. Des personnes comme toi, Maryse, qui ont travaillé longtemps pour changer les mentalités à Val-d'Or. Puis, on le voit aujourd'hui, même si on habite à 6 heures de Montréal, même si on est considéré une région, même si on trouve que nous, on n'est pas si loin que ça, mais tu sais, il y a une facilité aux gens maintenant de faire leur coming out. Il y a une facilité aussi de vivre, d'avoir une famille, de vivre comme tu veux le vivre maintenant à Val-d'Or. Puis, tu sais, nous, on s'est dit qu'avec Fierté Val-d'Or, avec tout ce qu'on entreprend, les activités qu'on fait, mais ça permet aussi, ça fait en sorte que les gens ne sont pas obligés de déménager dans un grand centre pour vivre pleinement qui sont. Puis, je pense que c'est quelque chose qui a fait en sorte qu'on s'est tous ralliés à cette cause-là aussi. Oui, parce que, tu sais, moi, si je parle pour moi, tu sais, écoute, je suis quand même plus vieille qu'Étienne de beaucoup d'années. Puis, tu sais, moi, j'ai décidé de rester en région parce qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge qui déménageaient dans les grands centres à mon époque. Puis moi, ben j'ai décidé de rester en région justement pour lutter contre toutes les luttes LGBT qu'on avait, en tout cas, qu'on a milité aussi. Et puis, c'est ça. De fil en aiguille, ben avec notre festival, ben on s'est dit, écoute, il y a beaucoup de jeunes, d'ados, de jeunes adultes qui n'ont pas les moyens de venir dans les grands centres pour vivre une fierté. Fait qu'on a décidé de partir ça, nous, en 3 mois, un peu tête folle dans tout ça, parce que c'est On ça. était combien, Maryse, pour décider de faire une fierté ensemble, du matin au soir? Ben écoute, lors de notre première fierté, on avait pratiquement 2 bénévoles avec nous.
Fait qu'on était 5 membres du CA. Fait qu'on était 7 personnes faire une fierté de 3 jours. Tu sais, c'était pas juste une journée, c'était 3 journées. Et puis, c'est ça. Ben non, mais on n'a pas beaucoup dormi cette fin de semaine-là, mais pour nous, ça a été quand même profitable parce qu'on a fait sortir quand même 1300 personnes lors de notre premier festival en 2019. Puis notre fierté, on l'a faite avec un budget de 0 $. C'est ça. Tous les dépenses étaient calculées en fonction de payer les artistes, de payer les emplacements qu'on avait et tout ça. Fait qu'on a fini la fierté, on a parti avec 0, mais on a fini avec 0 parce que tout ce qu'on avait gagné, on l'a redonné aux artistes et tout ça. Leur première édition a peut-être connu un départ précipité, mais Étienne et Maryse gardent un souvenir tendre de leur première fierté dans leur petite communauté. Écoute, quand même, notre première fierté, c'était... Écoute, on avait Rita Baga, notre spectacle de drague, est arrivé à Val-d'Or avec 8 dragues. Fait que ça faisait 9 dragues en tout. Et puis, c'était la première fois que la région voyait autant de dragues pendant un show en région. Fait que ça avait été, écoute, on avait refusé, je pense, 150 personnes à la porte lors du spectacle. La salle était pleine à craquer. Puis, c'est ça. Écoute, on a manqué de place. Fait que ça l'était quand même, tout qu'un festival. En plus, on avait fait un souper après la marche. Le vendredi soir, on avait fait une marche, puis on a nourri 450 personnes. Puis c'est tout le comité et certains bénévoles. Shout-out à Sacha Baga, qui a roulé du jambon comme s'il n'y avait pas de lendemain. Oui, c'est ça. Puis on a fait tout ça. Puis on a nourri 450 personnes. C'était plein. Ben, ce qui différencie notre fierté, c'est que... Mon Dieu, tu sais, Val-d'Or, c'est un petit milieu, les gens se connaissent, on a beaucoup d'alliés à notre fierté qui viennent, puis c'est important dans une région comme l'Abitibi, une ville comme Val-d'Or, d'avoir cet amour-là qui est donné par les alliés parce que, tu sais, on n'est pas la plus grosse communauté LGBT, mais... tu sais, chacun se sent accueilli, respecté. On n'a jamais eu de problème dans nos fiertés par rapport au fait que les gens manquent vraiment de respect envers nous. Tu sais, on a eu peur à quelques moments donnés, surtout avec la montée de la droite, mettons, qu'il y a un peu plus, puis la montée de la haine envers notre communauté. Tu sais, cette année, c'était la première fois qu'on recevait autant de messages de haine pour notre programmation de Fierté Val-d'Or. Oui, puis c'était important aussi pour nous de pouvoir rejoindre la population en général. Fait que, tu sais, notre programmation est très diversifiée dans le sens qu'on a autant pour les jeunes, pour les enfants, pour les familles et tout ça. Fait que, tu sais, on essaie d'inclure pas mal toute la population dans notre festival. Puis je pense que ça aussi, ça nous aide parce que, tu sais, Étienne disait tantôt, on a beaucoup d'alliés, oui. Puis nos alliés, en plus, c'est la plupart de nos bénévoles au festival. Fait que, tu sais, cette année, on a parti avec 2 bénévoles en 2019, mais cette année, on est à peu près une cinquantaine de bénévoles. Puis plus que la moitié, c'est des alliés. Fait que, tu sais, moi, ça, écoute, c'est quelque chose pour nous. On est fiers de ça, de le dire. Oui, on est des alliés, puis en plus, ils sont bénévoles à notre festival. Fait que, tu sais, c'est vraiment... En tout cas, pour nous, c'est ça. On essaie d'être le plus inclusif, le plus possible avec tout le monde. Val-d'Or a réussi à créer une fierté inclusive, où même les mineurs, de tous âges, sont les bienvenus. À Mont-Laurier, à environ 300 km des mines d'or que sont les idées d'Étienne et Maryse, Maxime de Fierté Haute-Laurentide rêve de reproduire les mêmes exploits dans sa région. Bonjour, mon nom est Maxime Bellil. Je suis en pleine création du groupe Fierté Haute-Laurentide dans le cœur de Mont-Laurier. Alors, une belle région boisée, pleine de rivières, pleine de lacs, où il fait bon vivre. Bien, les Hautes-Laurentides, c'est au niveau de la MRC Antoine Labelle. Alors, ça commence à l'Annonciation Rivière-Rouge, quand on prend la 117 en direction Val-d'Or. Alors, on est à mi-chemin entre Val-d'Or et Montréal. Justement, il y avait, quand on regardait les points stratégiques, il n'y avait comme pas de fierté ici. Alors, il y avait Val-d'Or, Montréal, puis après, le reste plus bas. La création de Fierté Haute-Laurentide, ça a commencé avec une réorientation de carrière.
Moi, je suis chef sommelier de métier. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Puis, il y a 2 ans, j'ai changé pour être éducateur à la petite enfance. Puis, dans nos cours, à un moment donné, une enseignante qui nous a donné des défis, puis il fallait faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Là, ça donnait que j'allais à Québec. Je disais, je vais peut-être faire, comme exemple, la Via Ferrata, parce que j'ai peur des vertiges. Puis après, je dis non, il y a quelque chose d'autre que je peux faire que j'ai jamais fait, et c'est de partir une communauté. Alors, moi, ça fait 7 ans et demi déjà que je suis de retour dans ma région. Moi, j'ai grandi ici, dans les Hautes-Laurentides. J'étais plus de 15 ans parti. Puis, j'ai fait comme, je vais créer quelque chose qui va me ressembler pour donner une identité à la région. Je me suis beaucoup inspiré de nos voisins, Fierté Val-d'Or. Alors, j'ai parti une page. Puis, c'est cette année vraiment qu'on a mis l'emphase pour la création, le conseil d'administration et toute la paperasse légale à faire. Alors, Fierté Laurentide est arrivé d'un défi de travaux de cégep. Il n'y a pas eu encore de première Pride à Mont-Laurier, dans la région. On est encore en création. On s'est créé durant le mois de la fierté, durant le mois de juin. Peut-être je vais donner un cue, mais on a un endroit mythique dans la région. C'est qu'on voudrait illuminer un secteur. Ben, je peux le dire, ce serait la chute du rapide de l'Orignal, où est le barrage hydroélectrique ici à Mont-Laurier. On voudrait le mettre aux couleurs de l'arc-en-ciel durant le mois de juin. Il y a beaucoup de premières fois dans la vie. Un premier baiser, un premier appart, la première fois qu'on illumine un barrage électrique avec les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est sûr que les besoins, c'est de se faire entendre, de se faire voir. Parce que nous, c'est beaucoup des activités de niveau de sensibilisation au sein de la population. Parce qu'on voit qu'il y a encore du chemin à faire. On se sent, oui, accepté par nos proches, mais il y a encore des gens que c'est peu connu. Mais depuis mon retour, j'ai entendu dans les médias locaux que s'il y avait une fierté, une pride gay, il faudrait avoir comme une fierté hétéro. Alors ça, c'est venu me chercher. Et ça fait comme, OK, je vois qu'il y a encore de l'éducation à faire. Je me prépare à tout. Je me prépare à tout. Mais jusqu'à maintenant, on a un bel accueil. Les gens disent on avait besoin de ça. On est rendu là. Et justement, lors d'une confession d'une dame qui me racontait une histoire très touchante, je sentais qu'elle attendait qu'on soit comme juste nous dans le hall d'entrée pour nous partager ce moment-là. Pour dire que son frère il a peut-être été trop loin dans l'acceptation, exemple de l'orientation de son fils, que s'il avait accepté, il serait encore ici aujourd'hui. Là. Il avait accepté l'orientation de sa sœur, mais pas celui de son fils, en tout cas. Ça, ça a été le plus touchant, puis ça m'avait bouleversé. Ça fait comme, wow, c'est tough. Alors ça, c'est vraiment de trouver quelque chose pour démarginaliser le tout, puis de rendre ça accessible. Alors que la fierté de Maxime en Haute-Laurentide est en pleine mitose, dans le Pontiac, Michel Gagnon souffle les bougies de la première année et demie de son bébé fierté et nous partage comment les choses ont changé dans sa petite communauté. Quand on regarde les affaires comme la transphobie, l'homophobie et le racisme ici, faut aussi regarder le fait que, tu sais, dans le monde, ils n'ont pas vraiment fait leur coming out ici avant comme les 2000. Parce que, mettons, j'ai été à l'école secondaire. J'ai gradué en 2001. Puis, dans le temps, je peux pas penser à personne qui était out LGBTQ dans mon école. Mais c'était pas longtemps après ça que de plus en plus de monde local qui ont commencé à faire leur coming out. Mais là, ça fait juste comme 20 quelques ans de ça. Alors, on a encore du chemin à faire, je pense, dans ce domaine-là aussi, parce que c'était
c'était une réalité qu'il y avait... je fais toujours de la blague, tu sais, comme il n'y avait pas de personnes gays dans mon temps. Mais c'est pas vrai, parce que là, quand on regardait tout le monde qu'on était à l'école avec, non, c'était pas vrai, tu sais. Mais c'est ça, c'est question d'éducation, c'est question d'être exposé à différentes personnes, à la diversité même, et d'avoir des affaires comme notre festival de la fierté qui montre à tout le monde dans notre région que we're here, we're queer, we're proud. Puis on s'en va pas. On fait partie de la communauté. Fierté Pontiac, et on est un peu des bébés encore. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est en fonction. Et ça a tout commencé par une mère qui voulait faire du Pontiac une place plus bienveillante et sécuritaire pour les personnes trans et gays. Elle est vraiment meilleure alliée que tu veux jamais avoir sur ton bord. Darlene, elle a contacté une couple d'individus comme clés dans la communauté pour essayer de faire une initiative de demander à tous les 18 municipalités de faire voler le drapeau fierté durant le mois de juin. Alors, on a commencé notre petit comité pour ça, pour ce but. Ça l'a grossi pour devenir Fierté Pontiac. Et finalement, on a fait un festival, notre premier festival de la fierté dans la région du Pontiac à juin l'année passée, alors juin 2022. Puis c'était un gros succès. On a eu plus que 150 personnes qui ont venu célébrer avec nous cette journée-là, qui est vraiment... c'est un bon nombre de personnes pour un premier événement dans cette région, très petite aussi. Puis les jeunes qui ont participé, ils étaient vraiment reconnaissants du fait que, ils ont dit, on n'a jamais pensé qu'on aurait vu quelque chose comme ça dans le Pontiac. Darlene est l'engrenage vertueux à la source de la création de Fierté Pontiac. Cette première lancée a donné envie au comité d'être présent non seulement pendant Fierté, mais tout au long de l'année. Durant ce festival aussi, on a vraiment eu la chance aussi de parler à notre communauté LGBTQ+, du Pontiac, puis voir c'est quoi leurs besoins, leur réalité. Spécifiquement les jeunes aussi, c'est quoi la réalité dans les écoles de la région, quelle sorte de support qu'ils auront besoin. Puis oui, ça continuait. Après ça, on a continué à faire des activités régulières durant l'année. Et maintenant, on fait à peu près une activité à chaque mois. On essaie d'éparpiller ça à travers du Pontiac, dans les différents coins du Pontiac. Puis on fait des affaires comme des soirées de peinture ou des soirées de jeux de société. Tu peux imaginer le Pontiac comme 18 petits villages qui sont à peu près toutes 15 minutes de route entre. Alors, ça dépend où tu peux conduire pour 1h30 même pour te rendre, ou 2 heures pour te rendre à tous les d'une bout à l'autre. Puis on a, oui, ce problème-là d'être vraiment éparpillé. Puis le transport n'est pas toujours facile, spécialement quand tu essaies de rejoindre les jeunes aussi qui n'ont pas nécessairement de voiture ou de moyens à se déplacer. Alors, c'est aussi pour ça qu'on veut faire des petites activités comme mensuelles ou bimensuelles dans les différents coins pour que tout le monde puisse participer, accéder à nos événements. Ce qui arrive avec les jeunes, ils sont dépendants sur leurs parents pour leur conduire à des activités, mais mettons, ce jeune-là n'est pas dans un environnement sécuritaire chez lui ou qui n'a pas fait un coming out à ses parents ou il n'est pas prêt encore, mais il veut participer à des activités, ça se peut qu'il ne peut pas parce que, il n'y a pas de moyen pour s'en rendre. On est vraiment dépendant sur ça ici.
Alors, ça peut être très isolant aussi. Je pense que Fierté Pontiac a été bien reçue dans le Pontiac. Je dirais qu'on a beaucoup d'évidence qui nous pointent à ça. En fait, les 18 municipalités ont fait flotter le drapeau Fierté. C'est pas rien, ça, en région rurale. Le fait que nos élus y ont voulu montrer leur support comme ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. On a eu, cette année, en organisant notre festival Fierté, on a eu un petit peu de backlash du monde qui voulait faire des manifestations contre notre spectacle drag. Ce qui était décevant, puis ça nous a pris par surprise un peu. Oui, par surprise et non, aussi parce que qu'est-ce qu'on voyait partout dans le monde, en fait, et au Canada. Mais je pense que le support qu'on reçoit est plus fort que la haine qu'on voit aussi. Et je pense, je vais toujours rester optimiste que la haine qu'on voit, c'est vraiment juste de la peur. Puis il faut juste vraiment leur montrer que après qu'ils connaissent quelqu'un qui ont une conversation avec du monde trans ou du monde qui font de la drague ou n'importe qui de la communauté LGBTQ, ça devient de plus en plus difficile de nous déhumaniser. T'sais, parce que tu vois qu'ils voient qu'on est des personnes comme eux. Ben ouais, je pense que oui, il y a des négatifs, mais je pense toujours que, love wins, always. Pendant que Fierté Pontiac fait ses premiers pas en tant que bébé fierté autoproclamé, une autre fierté approche tranquillement l'adolescence. Le FestiQueer de Rimouski, où nous avons rencontré Gabrielle et Anna, qui font partie du comité de jeunes qui organise ce festival depuis maintenant 10 ans. Ben moi, mon nom, c'est Anna Renaud. Je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine. Ma famille vient toute de là. J'étais à Rimouski pour les études. J'ai tout juste fini mon bac en biologie marine. Donc, ça faisait 4 ans que j'étais à Rimouski. Ça faisait 4 ans que je pataugeais un peu dans ce milieu-là. Je me suis découvert... en fait, en tant que queer. Puis j'ai décidé de m'impliquer l'année dernière pour le FestiQueer, qui est un événement qui existe depuis 10 ans, si je ne me trompe pas. Ça va être la 10e année. Donc, on est arrivés, moi puis Gab, on est des nouveaux dans ça, mais on adore. Moi, mon nom, c'est Gabriel Ovington. Je viens de la Côte-Nord. Je me suis déménagé à Rimouski l'année dernière pour aller à l'UQAR. Puis une fois arrivé à l'UQAR, là, j'ai vu toutes les opportunités d'implication, puis surtout queer. Là, ça me tentait de me rapprocher de ma communauté, vu que d'où ce que je viens là, sur la Côte-Nord, la communauté est inexistante. Fait que dans le fond, le FestiQueer Rimouski, c'est quoi? C'est un événement festif queer en région, dans la région du Bas-Saint-Laurent. C'est important de nommer que c'est quand même organisé par un comité de bénévoles. Fait que Définitivement bénévole. Ça dure 2 semaines, 3 fins de semaine. On fait ça tout le temps pendant la session d'hiver. Fait que un festival queer en plein hiver à Rimouski. Fait pas chaud, mais on est tous habillés en pitoune, yes! On a nos talons hauts, on fait notre prom night queer. Ça, c'était l'année passée, là, la 9e édition. Là, ça a pogné cette soirée-là. C'était insane. Puis malgré les moins 20, là, on se promène tous en petite prom dress, puis on l'assume à 100%. Là, c'était vraiment un bel événement. Puis l'hiver à Rimouski, genre le vent, le froid, c'est next level, mais gars, on le fait à 100%. Work this hill in the snow.
Puis le festival est quand même assez vieux, là, 10 ans. Là, donc, il y a personne là, autour de la table là, du CA là, qui était dans la gang originelle du festival. Fait que c'est un peu là, comme c'est comme un flambeau qui se passe d'année en année. Puis c'est ça que je trouve vraiment inspirant de ce projet-là. Comme nous, c'est vraiment notre première année là, d'implication auprès du festival. Puis j'ai l'impression que nous aussi, là, un jour, on va nous passer le flambeau, puis qu'on va pouvoir le repasser aussi à d'autres gens là, de Rimouski. Oui. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est ça, tu sais, oui, ça reste toujours le FestiQueer Rimouski, mais c'est un événement d'année en année qui évolue vraiment selon les personnes qui sont impliquées dedans, c'est quoi qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parce que chaque année, là, les événements c'est sûr qu'il y a des musts. Là, il y a des musts. Le Bowling Queer. Oui, on a un Bowling Queer qui existe depuis 2014 à Rimouski. Puis on le savait même pas, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps. C'est ça, là. on a regardé la programmation des premiers FestiQueer, puis c'était déjà queer, le bowling en 2014. Fait qu'on n'a pas réinventé la roue. Là. Day one. The wheel is fine. Puis on termine toujours notre festival avec un show de clôture de drague. Of course. Puis on a quand même la chance... House of Boudoir. Oui, on a la chance à avoir des dragues de région par chez nous. C'est quoi qui fait que c'est différent que n'importe quel événement de fierté? Premièrement, c'est en région. Le Bas-Saint-Laurent, c'est un milieu... ça fait quand même 4 ans que je suis là. Fait que de mon expérience, de mon vécu, c'est un milieu quand même assez gauche, anarchiste. Tu sais, on est vraiment une belle communauté, tissée serrée. On est tous amis. C'est vraiment le Rimouski... Tout le monde est amis ensemble. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, tout le monde est chum. Puis, tu sais, on s'entraide dans ça. Puis, tu sais, justement, là, notre 9e édition, en mars dernier, on a vraiment mis beaucoup d'avant... on a mis de l'avant vraiment tout ce côté-là, artiste, créatif. C'était vraiment une grosse priorité de redonner... Tout l'argent était redistribué aux artistes pour leur performance, puis pour leur location d'hébergement et leur transport et leur nourriture. Fait que le plus important pour nous, c'était de pouvoir, là, recevoir des artistes locaux le plus possible, mais aussi de venir les encourager. Puis, on peut le voir, là, on a fait un marché... un marché de nuit queer anarchiste. Oui, ça a pogné. Le FestiQueer crée des événements qui montent rapidement au rang de tradition et ramène même des traditions perdues à la saveur du jour, telles que la mi-carême, une fête costumée qu'ils ont ajoutée à leur plus récente programmation avec l'aide d'artistes locaux de tout genre. En gros, là, la mi-carême, là, c'est un événement où nous, on est venu engager plusieurs artistes qui sont costumés là, de la tête aux pieds. Historiquement, il ne fallait pas voir le visage des gens. En gros, nos artistes sont venus rentrer, des artistes de cirque, des musiciens, des gens de théâtre, n'importe qui, n'importe quand, rentrent dans les maisons là, qui ont été choisies, qui ont déjà accueilli des gens. Puis la gang d'artistes costumés rentrent dans les maisons, viennent offrir une prestation, viennent allumer la maison. Puis là, quand le party est pogné, les artistes s'en vont dans une autre maison. La mi-carême, c'est une vieille tradition qui était populaire au Québec et en Acadie jusque dans les années 60. Ça tombe en plein milieu de la période de carême, qui est une période de privation de 40 jours. Et le 20e jour, on fête de maison en maison et on se déguise dans le but de ne pas être reconnu par ses voisins. Puis là, ça fait ça, là, on avait à peu près 6 maisons cette année. Oui, c'est quand même... Tous nos artistes sont allés là, costumés dans toutes les maisons. Puis chaque artiste a son propre thème. Fait que chaque artiste est venu là, donner quelque chose de différent. Fait que ça se peut que tu aies été dans une maison puis que tu aies vu telle, mais que tu n'as pas vu telle. C'est pas la même performance. Pour terminer notre soirée, là, on est tous allés au bain public, là, tous nos artistes, tous nos invités. Puis on a terminé là, avec un gros là, melting pot de tout cet événement-là. Là. C'était vraiment notre plus gros coup. Là. Les Rimouskois savent assurément fêter. Mais Gabriel et Anna savent qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Je dirais que nos besoins, là,
principaux, là, ça serait par rapport... D'avoir des ressources, de l'aide, en fond, de se réunir avec des organismes LGBT. Qui ont des rôles définis. Tu sais, nous, on a beau être un festival, 10e édition, mais il y a beaucoup de dossiers qu'on n'est pas formé pour le faire. Tu sais, par exemple, là, l'éducation sexuelle, la sensibilisation, la sécurité contre l'homophobie. L'accessibilité. Tout il y ce a qui est tellement d'enjeux, protection là. contre les méfaits par rapport à la consommation, les mesures d'accessibilité, autant pour des personnes en situation de handicap ou immunosupprimées. Donc, on a vraiment plusieurs dossiers, là, plusieurs situations qui peut nous être demandé d'agir face, puis on doit toujours un peu éteindre des feux ou... Nous, on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a, mais on n'a pas toutes ces connaissances-là, là, comme tu dis. Là. Mais on a ça, quand même... On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, là, comme on offre des témoins actifs sur place lors de nos événements. On fait tout pour s'assurer que ça soit le plus possible safe puis accessible. Gratuit. Puis gratuit, si exactement. possible. Mais si, justement, des organismes ou il y a des personnes, ressources qui peuvent venir nous porter de l'aide, là, c'est vraiment un besoin là, qu'on a nommé là, ensemble. Entre autres, la ville de Rimouski ne veut pas collaborer ou se faire représenter par le FestiQueer. Puis ça serait quelque chose qu'on aimerait. Ça serait quelque chose qu'on aimerait bien avoir, là, un peu une représentation avec la ville ou bien, en tout cas, notre communauté. On a l'impression d'être soit dans les murs de l'UQAR ou d'être un petit comité là, qui se promène des locales un peu anarchistes, gauchistes, mais on n'a pas de soutien. Tu sais, dans le fond, on voulait organiser un événement à l'extérieur qui déambulait, puis la ville a refusé de nous offrir de soutien pour la sécurité. Aucune représentation. Exactement. Tu sais, il y a plein de collaborations qui se fait, mais tout ce qui est pour le milieu LGBT, puis on est pas mal les seuls à créer quelque chose pour la communauté LGBT. On est les seuls un peu à prendre en main quelque chose, puis on sent qu'il n'y a pas de collaboration qui veut être faite ou qui semble vouloir fonctionner, en tout cas. Comme s'il y avait une crainte d'être associé ou quoi que ce soit, mais pourtant... Ou sinon, on n'est peut-être pas pris au sérieux, tu sais, on est peut-être juste une gang d'étudiants qui organisent des activités, mais comme au bout d'une dizaine d'années, on souhaiterait là, avoir une certaine collaboration, de confiance. Gabrielle et Anna sont fiers de ce qu'elles ont accompli malgré leurs moyens modestes. Et elles rêvent de quelque chose de plus grand que leur campus, de créer quelque chose qui appartient à la communauté. À environ 600 km de Rimouski, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Roxane Gervais, directrice de l'organisme Diversité 02, tient ce même rêve précieux. C'est quelque chose qui nous est demandé de plus en plus à quand la Pride à Saguenay, à quand la Fierté. Je pense que c'est un besoin des membres, en fait, et des personnes de la communauté de la région qui ont envie d'avoir une journée, un espace. On ne sait pas trop là, quelle forme ça peut prendre, mais pour se rassembler, pour se rencontrer. Puis c'est sûr que l'équipe de travail aime beaucoup l'idée. On réfléchit à comment ça peut se déployer, mais je pense que c'est un besoin qui part principalement au départ des gens de la communauté qui ont envie d'avoir quelque chose dans la région, parce que Saguenay, c'est pas loin, mais c'est loin quand même. Fait que quand il y a des activités qui sont, comme par exemple la Fierté à Montréal, les gens sont pas tous en mesure de se déplacer. Puis il y a tous les frais rattachés à tout ça, puis l'inconnu aussi de la ville quand même, là, les gens qui sont pas habitués à Montréal. En fait, nous, ce qu'on a en tête, c'est de sortir un peu des sentiers battus parce qu'on sait qu'il y a le mois des fiertés, les Pride, c'est l'été, tout ça. Mais on trouve qu'il y en a beaucoup. Puis on aurait envie d'être différent puis d'offrir quelque chose, peut-être plus une Pride d'hiver, en fait. Parce que Saguenay reste une région hivernale, en fait, là, où est-ce qu'il y a beaucoup d'activités hivernales qui se passent au niveau du plein air et compagnie. Puis on se dit peut-être que ça ferait justement comme un second souffle là, aux fiertés. Mais c'était un peu l'idée du rêve, là. Un Happy Pride en sculpture de glace, puis un party dehors, là, en bottes de skidoo, puis en soute fluo, là.
Roxane rêve à un canevas blanc-neige comme fond pour une fierté aux couleurs de la communauté du Saguenay. Mais beaucoup de questions restent encore à répondre. Et il reste encore beaucoup d'entrées à déneiger. C'est une métaphore pour dire qu'ils ont encore du pain sur la planche, qui est en fait une métaphore pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Saguenay, c'est grand, c'est une grosse région. D'un bout à l'autre de la région, tu peux avoir 3-4 heures de route là, pour te rendre. Fait que, on a toujours ces enjeux-là d'espace, de déplacement, tout ça. Ça, c'est un défi qu'il faut réfléchir de où on va la situer, la Pride. C'est sûr qu'on va possiblement y aller vers le grand centre, qui est Chicoutimi, plus facile aussi si on a des gens des autres régions qui veulent venir nous retrouver. Mais en même temps, ça ne veut pas dire non plus que ça va être ça. Il faut qu'on fasse un peu nos recherches. Fait que ça, c'est le premier défi. Puis sinon, plus concret, ça reste qu'il n'y a pas de lieu de rassemblement LGBT spécifique en région. Il y a des événements, il y a des activités, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais il n'y a rien de très spécifique. Fait que ça va être de voir aussi, est-ce que les gens sont prêts à s'exposer à quelque chose d'un peu plus gros, qui va sûrement avoir une couverture médiatique, qui va être aussi peut-être diffusé un peu plus à l'échelle provinciale, là, une première Pride, tout ça. Fait que ça va être de voir si les gens ont envie de s'afficher, parce qu'il y a quand même des enjeux de coming out, de discrétion aussi, des gens qui fuient un peu les grands centres parce que, justement, ils veulent un peu plus la tranquillité. Fait que, tu sais, je pense qu'on va avoir aussi un peu de recherche à faire sur le terrain, puis de sondage, aller sonder vraiment les gens des communautés pour s'assurer que, oui, les gens veulent ça, mais quand on est prêt à le faire, là, c'est pas la même chose de vouloir ou que ça se réalise. Là. Fait qu'on va-tu vers ça? D'avoir quelque chose d'un peu... que ça soit festif, mais d'aller essayer de rejoindre aussi tout le côté très plus familial, où est-ce qu'on veut, on veut rejoindre les familles de la diversité, on veut que les jeunes puissent venir. Puis en même temps, c'est toujours l'entre-deux des Prides, c'est est-ce qu'on veut que notre public cible soit que des gens de la communauté qui se rassemblent puis qui peuvent festoyer ensemble, ou on veut avoir des gens de tout horizon pour justement informer, sensibiliser, puis permettre des rassemblements sécuritaires, ou on veut un peu des deux. Fait que c'est de trouver un peu le juste milieu de tout ça. Mais j'ai l'impression que dans la région, ce que les gens recherchent plus, c'est des espaces où les gens de la communauté vont pouvoir se retrouver ensemble. C'est des beaux défis, organiser des fiertés, des beaux défis logistiques, autant financières que pour les bénévoles. Puis, c'est le fun de pouvoir faire le tour des autres fiertés puis de voir tout le travail là, que ça demande puis qui est accompli. Fait qu'on espère être en mesure aussi d'offrir quelque chose. On n'a pas de date butoir. Là. On se laisse... on laisse ça ouvert. Mais une chose est sûre, c'est que le volet hivernal est pas mal décidé. Difficile d'oublier que les premières fiertés étaient des manifestations. Une marche pour commémorer les événements de Stonewall. Aujourd'hui, organiser un festival de fierté demeure une mission chargée. Une occasion de se rassembler, de sensibiliser ou même de faire la fête. Mais le sous-entendu des festivités est toujours très clair. Nous sommes là. Partout. Dans toutes les villes, de tous les âges et de toutes les couleurs du drapeau inclusif. Et aussi, ça coûte très cher les festivals, fait que libérer du budget puis ça presse. Merci au FestiQueer de Rimouski, Fierté Pontiac, Fierté Val-d'Or, Fierté Haute-Laurentide et Diversité 02 de nous avoir invités à fêter avec vous. Je suis contente, ça va me donner une occasion de mettre mon manteau de queer. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado Ensemble pour tous. Réalisée et scénarisée par Marie-Hélène Frenette-Assad, assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers,
Recherche, Steven Gentil. Musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan. Montage et mixage, Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.